qu'elle peut être tout simplement celle d'un chercheur et c'est très fourni. Bertrand Tatinda, c'est pas pour alimenter, hein. D'ailleurs c'était une bonne confrontation sur les arguments. Le professeur Théophile Yimgang Mouyo a relevé des choses très très importantes sur le discours occidental en ces heures de cette pandémie, à savoir le nouvel ordre mondial, à savoir c'est un ordre qui doit être respecté par tout le monde et tous ces discours-là. C'est un peu une manière de caporaliser l'Afrique et vous avez pris position tout à l'heure. D'ailleurs, les deux médecins, une est pratiquement chercheur, ont dit leurs travaux et ce qu'elles font pour l'Afrique. Et je crois que vous êtes entendu quelque part. Ben, disons rapidement, déjà j'ai aimé M. Bellec, parce que M. Bellec a rétabli un peu de vérité. C'était même très facile à comprendre. Mais je peux comprendre M. Bellec, c'est qu'il a fait un peu d'arithmétique. C'est-à-dire c'était facile à comprendre. Je me répète, c'est bien parce que j'ai ramené le débat, comment je vais dire que dans le périmètre carré qu'on appelle le panafricanisme. Claire, voilà le débat. Le coronavirus, nous, ça ne nous intéresse pas. Nous considérons qu'il n'y a pas de coronavirus, que chaque année, il y a une épidémie de grippe qui tue des milliers d'Européens, qui tue quelques résidus de personnes en Afrique qui sont relativement affaiblis. C'est chaque année. Donc, on ne va pas nous impressionner. La Chine le savait, elle a laissé faire, elle en sort aujourd'hui très grandie. Xi Jinping bombe la poitrine, il est très fier de voir les États-Unis lui demander de l'aide sanitaire. Vous pouvez vous imaginer la fierté chinoise? La Chine le démontre aujourd'hui. Je vais même plus loin. Cuba apparaît aujourd'hui comme une puissance humaine sur le plan médical. Cuba qui vole au secours de l'Italie. Je croyais qu'on n'aimait pas les chercheurs des dictateurs. Je croyais qu'on n'aimait rien des pays des dictateurs. Enfin, cette politique qui consiste véritablement à tout jeter sur les chefs d'État, c'est un hors-sujet entre guillemets. Parce que quand vous êtes à la tête d'un État, ou pratiquement sur 30 ans, dans un continent, vous avez 400 interventions coup de force, militaires, vous êtes sur tutelle monétaire, vous ne faites rien, vous ne financez rien. Il n'y a pas de vie dans une néocolonie. Donc quelqu'un veut nous dire c'est le chef d'État, c'est le chef d'État. Il y a depuis on a liquidé la question. C'est plus un débat pour nous ça. C'est plus un débat pour nous. C'est-à-dire qu'on acquiert d'abord une souveraineté et c'est dans un pays souverain qu'on a une politique monétaire, qu'on a une politique médicale, qu'on a une politique sanitaire, qu'on a une politique éducationnelle. Vous n'êtes pas une néocolonie et vous venez dire c'est les chefs d'État. On prend le chef d'État, on le met de côté, on vous prend vous ne financerez pas la recherche. Avec quels moyens? Avec quels moyens? Donc ça, ce débat-là ne nous intéresse pas. En plus aussi, M. Etunji, quand on vient sur les débats d'Afrique, il ne faut pas qu'on ait l'âme sensible. Ici, c'est le débat. C'est-à-dire que c'est ça les panafricanistes, c'est le débat, c'est la confrontation d'idées. Je me répète, tous ceux qui prendront les théories européennes, tous ceux qui viendront nous vanter l'OMS, tous ceux qui viendront nous vanter une médecine européenne à bout de souffle, nous trouverons sur leur chemin. Celui qui veut le prendre pour lui, le prend pour lui. Nous ne sommes pas intimidables. Parce que les menaces de mort, on les a même déjà sur nos téléphones portables. Enfin, pour M. Raoult. M. Raoult ne jouait pas le beau. Il expliquait à l'État français que même si mon protocole sauve 2 personnes, essayons-le, on aura sauvé 2 personnes. Essayons ce protocole, on aura sauvé 2 personnes. C'était ça la démarche de M. Raoult. De dire, je ne suis pas l'inventeur, je n'ai pas le remède miracle. Mais moi, quand j'essaye un peu de faire une mixture de ma chloroquine, en quelque sorte, j'ai quelques résultats. Voilà le protocole de M. Raoult. Chloroquine, 200 mg matin, midi et soir pendant 10 jours. Azithromycine, 500 mg le premier jour. 250 mg par jour pendant 4 jours. Aussi simple que ça. Et M. Raoult explique que quand je le fais avec un suivi particulier, en fait des patients, j'ai des résultats. Pourquoi vous tergiversez ici à Paris? Et c'est là où je dis que M. Macron n'échappera pas à son triste sort. Pourquoi tergiverser? Parce que véritablement, ils veulent que l'industrie pharmaceutique en sorte grandie de cette histoire et nous sortent des protocoles à 200 €, à 300 €, à 1000 € et dit aux peuples africains que, effectivement, voilà effectivement votre solution. Vous savez quand le sida est arrivé, on nous expliquait qu'avec votre pauvreté, votre promiscuité, votre vagabondage des filles africaines, vous allez atteindre les 90% de taux de prévalence. Le Cameroun n'a jamais dépassé 5%. Jamais. Et aujourd'hui, on est pratiquement à 2,5%. Ben oui.
Il nous l'expliquait. Mais il n'expliquait pas que c'est une maladie qui a commencé à faire des ravages dans ce qu'on va appeler les milieux sataniques. C'est mon terme. C'est pour ça que je dis Tatsinda sur les plateaux, âme sensible, s'abstenir. Les milieux sataniques homosexuels. Il n'expliquait pas que c'est eux qui vont développer le sida. Ça va faire des ravages dans ces milieux homosexuels. Comment peut-on expliquer à des gens que deux barbus peuvent être couchés sur un lit au nom de l'amour? C'est satanique pour moi. On dira encore, oh monsieur Tatsinda, oh, c'est pas un problème. Je dis ce que je pense. Je n'ai pas la vérité infuse. Mais au moins, si j'ai ma bouche, laissez-moi au moins l'utiliser. Donc, ça, voilà. Et on va voir ça. Il n'y aura jamais plus de 5% au Cameroun. Même dans les milieux marginaux, la prostitution, ça ne dépassera pas 5%. L'Afrique n'a pas été décimée par le sida. On nous promettait la mort entière. Cher ami de RDC, tu ne peux pas donner de l'eau, tu ne peux rien financer quand ton pays est sous tutelle. D'ailleurs, la RDC a été une propriété du criminel, le roi Léopold II. Il estimait que c'est sa chose, la RDC. Les choses n'ont pas tellement changé. Parce que M. Tshisekedi qui criait, il expliquait comme vous qu'il va financer la recherche, il va tout faire. Il est déjà chef d'État. Il n'a rien fait. Rien. Mieux. L'insécurité n'est pas possible. Certains commencent déjà à regretter notre ami, M. Kabila. D'ailleurs, je vais vous donner un secret. Nous verrons dans quelle mesure on peut lui dire, Président, est-ce que tu ne peux pas revenir au devant de la scène? J'annonce là, moi, M. Tatsinda, je parle pour moi, je ne parle pas pour quelqu'un. Parce que celui qui est là ne donne pas l'impression de régler un seul problème. Il parlait comme vous. Donc, il n'y a pas de vie dans les néocolonies. Donc, nous sommes d'abord dans un combat de dire qu'il faut que nos pays cessent d'être des néocolonies. Et pendant que nous sommes dans ce combat, ceux qui viendront nous perturber l'oreille en nous brandissant OMS, ONU, théorie médicale occidentale, nous trouverons sur leur chemin. Parlons de nouvel ordre mondial. Monsieur Sarkozy vous le dit, que l'enjeu c'est réguler les naissances en Afrique. Qu'est-ce que vous attendez? L'enjeu c'est réguler vos naissances. Monsieur Macron va plus loin. C'est-à-dire qu'il estime que c'est lui qui doit en quelque sorte gérer la sexualité d'une petite Africaine. Voilà l'enjeu. Voilà l'enjeu. Pourquoi? Au nom de deux choses. Ils estiment que votre grande natalité, votre forte natalité, votre force croissance européenne menace déjà la race blanche africaine, menace déjà la race blanche européenne. Ce n'est pas différent de ce que pensait Hitler, la race aérienne. Ben, il explique. C'est-à-dire que vous allez devenir une véritable puissance humaine par le jeu de migration, par le jeu croisé des peuples. La race blanche risque de disparaître. Donc, résultat des courses, si on ne régule pas les naissances en Afrique, si on n'arrête pas les naissances en Afrique au prix de la mort et du sang, eh bien nous sommes en danger. Voilà Nicolas Sarkozy dans une émission de grande écoute au 20h30, en fin de mandat présidentiel, devant les Français. Mais nos panafricanistes africains n'ont pas trop réagi. Certains, il faut dire certains, entre guillemets. Deuxième des choses, tous les pays qui ont véritablement été de véritables puissances et qui se sont projetés rapidement dans le développement ont été des États, comment je vais dire, extrêmement peuplés en termes de population. Vous prenez un pays comme le Nigeria. L'histoire du Nigeria est très douloureuse. Ils vont même connaître 3 millions de morts dans une guerre qui va être préparée à Paris. Préparée à Paris par celui qu'on appelle le grand criminel. Nous, les panafricanistes, c'est l'un des plus grands criminels de l'histoire, De Gaulle. De Gaulle. C'est lui qui va amener la guerre au Nigeria. Yakubu Gowon va faire ce qu'on va faire, un confinement. Il va faire sortir femmes, vieillards, enfants. Il va liquider la rébellion, 3 millions de morts. Mais il va sauver la République fédérale du Nigeria. Aujourd'hui, c'est 485 milliards de produits intérieurs bruts par an. Donc, vous voyez donc que, effectivement, tous les moyens sont mis en cause, en quelque sorte, pour... D'où vient-il que l'OMS, d'après les statistiques de M. Bellec, prédisez-nous le pire, oui, le mois prochain, on aura 400 000 morts. Mais ce n'est que le mois prochain. On attend voir. On nous promet même le paradis. Soyez esclaves sur terre, acceptez votre condition. Quand vous allez mourir, vous irez au paradis. C'est pas grave. Mais en attendant aujourd'hui, pourquoi l'Afrique doit être au cœur du débat, au point où un voyou, appelé président de l'OMS, vient expliquer que
vraiment, le pire c'est en Afrique. Oh l'Afrique, vraiment prions pour les Africains. Ils sont tous morts, ils vont mourir. Peuple européen, sauvez l'Afrique. Monsieur Toundi, là où j'ai été le plus humilié, c'est quand le G20 se réunit en visioconférence et M. Macron explique qu'effectivement, ils vont relancer l'économie mondiale. On parle de 750 milliards de dollars. Déjà, pour le relancer, ils vont faire quoi? La planche à billets, la photocopie de l'argent. On nous explique que ne laissez pas ces gens sous indépendance monétaire parce qu'ils vont s'amuser avec la planche à billets. Comment on relance 750 milliards? Vous connaissez un pays qui peut le relancer? La France est à 2400 milliards d'euros de dette. 2400 milliards d'euros de dette. Pays en faillite, ça ne vaut plus rien. Ça vaut plus rien. Le bel immeuble n'impressionne personne. Voilà des gens de 85 ans. Et alors, même si on a 85 ans, un pays puissant comme la France, très riche, elle ne peut pas sauver un monsieur de 85 ans. Mais vu qu'elle nous dit qu'elle a la science infuse, elle a les capacités, comment je vais dire que, sur le plan sanitaire, elle a les meilleurs chercheurs, elle est. Vous en êtes à 2000 morts, monsieur Macron, en moins de 2 mois. Près de 2000 morts. Vous ne pouvez pas sauver. Vous avez été élu véritablement pour la sécurité sanitaire des Français. Donc, vous voyez donc effectivement, dans une histoire comme celle-là, on essaye de mettre l'Afrique au cœur de cet enjeu-là. Pour conforter ce qu'on appelle véritablement une véritable tutelle sanitaire, pour véritablement réguler vos naissances, pour véritablement être un véritable enjeu financier pour eux. C'est-à-dire vous présenter n'importe quoi et vous expliquer que voici votre solution pour que vous courez acheter et même pour le contrôle de vos politiques. Parce qu'à partir du moment où ils auront le traitement, ça devient une histoire de chantage. Eh bien, tu ne veux pas attraper ton coronavirus, ta bauxite, est-ce que tu peux me la vendre à 1 euro la tonne? Parce que moi, on peut voir dans quelle mesure je peux t'appuyer sur le plan sanitaire et ta bauxite. Alors, quelles doivent être les réactions? La réaction doit être claire. Et nous l'avons toujours dit. On dit que je n'accuse pas les Africains. L'endocolona, c'est-à-dire que les Africains qui travaillent pour le compte des Européens. C'est-à-dire, voilà, en fait, les véritables ennemis. Où est l'Union africaine? Mais on a quand même un président de commission. Il se pavane, il se balade. Après, le président Déby va vouloir être candidat. Ils veulent tous être candidats pour être chef d'État. Mais voilà là où il faut nous démontrer déjà que vous avez le leader. Vous avez un véritable en vous, vous incarnez un leadership. Parce que c'est là où l'Union africaine doit véritablement mener des passerelles entre des chercheurs, mon ami congolais, des Camerounais, des Ivoiriens, et voire même lancer la solidarité africaine. On a quand même des pays qui ont un peu de fonds de caisse. Ça veut dire qu'on peut rapidement... Le président Obiang a pris les devants. A pris les devants. Mais le président Obiang n'est pas soutenu par l'Union africaine. Il y met une idée. C'est dans ses réserves qu'il va puiser. Alors que là, il est en difficulté. Pourquoi? Le prix du baril a totalement chuté. Vous ne trouvez pas aussi véritablement la coïncidence entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite à une période difficile comme ça, qui décident de faire chuter rapidement le prix du baril et qui se gargarisent? C'est pour mettre certaines économies véritablement à genoux et ne pas leur donner la capacité financière de pouvoir se lancer dans ces... Mais si les Africains ne veulent pas faire la géopolitique et lire le monde, la géopolitique va les faire. Non, ça il faut le dire. Le président Obiang, le baril à 85% son budget alimenté par le pétrole, mais il prend sur lui. Où est l'Union africaine pour le soutenir? Pour relayer ce discours. C'est ça le président de la commission. Président de la commission, tu es entre guillemets le boy des Africains. Est-ce que chaque chef d'État ne devrait pas suivre l'exemple du président Obiang? Mais les chefs d'État sont là, ils font ce qu'ils peuvent, mais de façon cloisonnée, de façon isolée. Mais on a quand même une organisation, comment je vais dire, panafricaine. Autrement dit, SRACO, il faut la liquider. Il faut la liquider, comme depuis je le demande sur ce plateau, il faut liquider l'ONU. Il faut liquider l'OMS. Il faut une organisation africaine de la santé, l'OAS. C'est-à-dire que chez moi, c'est censuré l'OMS. Quand l'OMS prend la parole, il change de chaîne. C'est censuré. L'OMS roule au service de qui? L'OMS roule pour qui? L'OMS roule pour Washington, pour Paris, pour Londres. Vous pouvez être président de l'OMS si vous n'êtes pas soutenu par ces puissances. Mais ce sont des voyous, monsieur Toundi. Vous avez peur du mot, je vous comprends. Je comprends votre pudeur et votre grandeur. Mais vraiment, donc, en un mot, pour me résumer, effectivement... Avant de vous résumer, on sort dans cette histoire du... Bon, les médecins disent qu'en principe, il n'y a pas le vaccin au stade actuel, je crois. Mais au stade actuel, dit qu'il n'y a pas de vaccin,
je ne suis pas médecin. Je ne veux pas rentrer dans les questions, comment je vais dire que médical. Moi, je suis un homme politique. J'explique tout simplement que, effectivement, nous avons en Afrique des gens qui ont la capacité de soigner cette histoire. Est-ce qu'ils utilisent le vaccin? Utilisent-ils la Bible? Prient-ils? Font-ils la sorcellerie? Je n'en sais rien. Je sais tout simplement qu'on a cette capacité et c'est maintenant à l'Union africaine, au leadership, à des gens comme le président Obiang, de voir dans quelle mesure, effectivement, il peut avoir une véritable solidarité africaine pour véritablement sortir de l'ornière. Merci. Les téléspectateurs, en principe, ils se sont bousculés. Ben, là, on va prendre quelques-uns.